Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous. Merci pour votre intérêt pour mon travail. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous proposer en fait une interprétation du carré magique Sator à Repo Tenet Opera Rotas. Donc ça risque d'être un peu long, donc vous pouvez la visionner en plusieurs fois et poser des questions sur le compte TikTok si besoin. Donc je vais me présenter très brièvement. On fera éventuellement une vidéo si besoin sur ma personne, mais je crois pas que ce soit le plus important. Donc je me présente, hein, donc je m'appelle Romain Texera. J'ai eu un cursus littéraire que j'ai effectué à Morteau en Franche-Comté. Je suis originaire de là-bas. On a étudié les humanités classiques, donc les mythologies égyptiennes, grecques, latines. On a étudié les langues anciennes pendant ce cursus, l'étymologie, tout ça. Et c'est ce qui m'a orienté plus tard à la fac, hein, apprendre donc plutôt un cursus autour des sciences du langage, de l'information et de la communication. Beaucoup plus tard, j'ai fait aussi un service civique, donc dans un lieu que j'aurais jamais fréquenté sinon, donc une aumônerie universitaire. Donc c'est là-bas que j'ai commencé à étudier en fait le fait religieux et les textes sacrés des religions abrahamiques. Pendant donc ce service civique, on a aussi établi un dialogue interreligieux, donc avec les juifs, les musulmans, les chrétiens donc de la ville de Pau. Et il y avait une visée donc œcuménique un peu autour de tout ça. C'est donc un petit peu dans cette période-là que j'ai commencé à m'intéresser à l'hermétisme. Et donc voilà, donc c'est ce qui va un petit peu donner la teinture de notre interprétation. Donc avant de vous parler plus particulièrement du carré Sator, nous devons vous dire sur quoi est fondée notre interprétation. Donc elle repose sur la conviction que cette curiosité est un support d'enseignement très ancien, condensé sous la forme de symboles et d'allusions. Et vous savez peut-être que c'est une manière de transmettre qui est assez propre à la tradition d'Hermès. Donc nous allons donner la définition de l'analogie, car elle est centrale dans la pensée antique. On est donc en droit de supposer il en est ainsi aussi dans le contexte du carré Sator. Voilà, donc l'analogie, en fait, je vais vous donner donc la définition du Centre national de ressources textuelles et lexicales. Donc ce site nous dit, dans la langue intellectuelle commune, l'analogie est donc le rapport de ressemblance, d'identité partielle entre des réalités différentes, préalablement soumises à comparaison. Ce sont tous les traits communs aux réalités ainsi comparées, les ressemblances bien établies, les correspondances. Donc j'ai joué une petite illustration, donc on voit la planète Terre avec le noyau, et à côté ce qui semble être une pêche. Donc on voit tout de suite qu'il y a une analogie entre les deux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle du noyau terrestre et du noyau du fruit évidemment. Donc là il y a une seconde définition qui est plus propre cette fois-ci au langage philosophico-théologique des thomistes et des néo-thomistes, donc les suivants de saint Thomas d'Aquin. L'analogie est, je cite donc, le rapport de ressemblance que les êtres soutiennent avec Dieu du fait qu'ils tiennent de lui l'existence. L'hermétisme, qu'est-ce que c'est? Donc voici à nouveau la définition donnée, mais cette fois-ci par l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Nous l'avons choisie car elle est brève et suffisamment claire pour les besoins de notre exposé. Donc l'hermétisme est une philosophie, une religion, un ésotérisme ou bien une spiritualité en quête du salut, par l'esprit, comme le gnosticisme, mais supposant cette fois-ci la connaissance analogique du cosmos. Donc, tout ça repose sur les principes de correspondance. Et on pourrait donner l'exemple du soleil et du cœur pour illustrer le concept. Donc vous avez vu que le soleil tient une place centrale dans le système solaire, évidemment, tout comme le cœur qui a la même finalement place dans le corps humain. C'est vraiment cette idée que tout irradie depuis le centre et prodigue la vie jusqu'aux confins de ce système, qu'il soit celui de l'homme ou du système solaire. Cette fois-ci, donc, on va venir un peu plus proche du carré Sator, hein. Donc, pour le décrire un petit peu, c'est un carré magique. Donc, on va en parler un petit peu plus tard. Il s'agit donc d'une inscription latine de 25 lettres, datant de l'époque romaine. On en trouve donc des exemplaires du Proche-Orient jusqu'à l'Angleterre.
Son origine est très controversée, mais on l'attribue aux premiers chrétiens. Le carré Sator est composé de 5 mots. Sator, arepo, tenet, opera rotas. Donc la traduction littérale est la suivante. Le semeur, par la charrue, tient dans l'œuvre les roues. Donc ça, c'est une traduction qui nous vient de François-Marie Perrier, la personne qui est le co-auteur du livre que nous avons publié en 2022 et le second en 2023. Malgré la brièveté du texte, ces interprétations sont innombrables et nous ouvrent quelque part des portes sur l'infini. Ce carré est dit magique puisqu'il se tient dans tous les sens. Il se lit dans tous les sens, en palindrome ainsi qu'en boustrophédon, ce qui justifiera le choix d'interprétation du mot arepo. Nous verrons cela. Il nous amène à méditer sur l'essence même de l'espace et du temps et sur la destinée de l'homme. Là, on a quelques exemples de carrés magiques. Donc, le premier, vous l'avez déjà vu, c'est celui qui se trouve à Grenoble, dans la rue Jean-Jacques Rousseau. C'est celui-ci que j'ai vu en premier d'ailleurs, c'est lui qui m'a donné envie de m'intéresser à ce sujet. Juste à côté, on en a un qui nous provient de Pompéi. Et donc après, on voit en fait, si vous voulez, une image un peu plus nette de celui-ci. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que dans le second cas, en fait, il est écrit Rotas opera tenet arepo sator, donc il est retourné. Et donc, on avait fait cette remarque avec mon collègue. En fait, c'est comme s'il y avait eu un retournement avant la catastrophe de Pompéi et ensuite. Donc, vous voyez, il y a eu l'éruption du Vésuve. Et c'est ce qui a donné, en fait, donc cette destruction de la ville de Pompéi. Et donc, on voit qu'après cette période, le carré magique a été inscrit de la façon suivante. Donc, Sator arepo tenet opera rotas. Il y a d'autres interprétations par rapport à cette disposition, mais on n'a pas le temps de regarder ce sujet-là. On va aller un peu plus loin aujourd'hui. Donc, pour présenter un peu plus ce qu'est un carré magique, on vous donne l'exemple cette fois-ci d'un carré magique dit de Saturne. Donc, en mathématiques, un carré magique, ce sont ces chiffres disposés de telle manière qu'il y a une constante numérique qui s'en dégage. En l'occurrence, donc la valeur numérique est 15. Donc on voit bien, 4, 9, 2, 15, 3, 5, 7, 15, 8, 1, 6, 15, 4, 3, 8, 15, et ainsi de suite, jusqu'à même en diagonale. Il faut évidemment toujours qu'elle soit dans la même orientation. Et en magie, donc le carré qu'on vient de voir, là, à 3 entrées, s'appelle un carré magique dit de Saturne. C'est pour ça qu'on a donc illustré le propos avec les lames suivantes, donc la lame 6 et la lame 15, sachant que la lame 15, en fait, se prénomme le diable, mais ça peut renvoyer à Saturne, Satan, on voit que c'est la même racine d'ailleurs, ST, on va en reparler un peu plus tard. Donc on a choisi cette carte qui, quand même, peut nous amener à penser à la division. On remarque d'ailleurs que 10 plus 5 font 15, 5 plus 1, 6, et de l'autre côté on a l'union, cette fois-ci avec l'arcane l'amoureux, qui est donc 5 plus 1, 6. Comme s'il y avait du coup un enseignement déjà à tirer de cela. Donc on a l'habitude, comme je vous disais, de voir plutôt des carrés magiques composés de nombres, mais cette fois-ci on a un carré magique composé de lettres. Donc ça devrait déjà nous amener à réfléchir sur la nature de celui-ci et sur la nature de la constante qui s'y trouve, puisqu'on a dit que dans le carré magique numérique, la constante est numérique. On peut imaginer que dans le carré magique composé de lettres, la constante est littéraire ou symbolique, sémantique, que sais-je. Les carrés magiques sont utilisés en magie et en cryptographie. Ne peut-on pas y voir là un indice d'une volonté de transmettre un message à décoder ? Dans le cas qui nous intéresse, il ne s'agit donc pas d'une constante numérique comme la plupart des carrés magiques, mais plutôt de constantes thématiques, comme nous allons donc le remarquer. Ces thèmes qui nous sont communs, donc dans plusieurs contextes culturels, et à des époques parfois très éloignées dans le temps et dans l'espace. L'analogie et l'étymologie nous permettront de lever cette difficulté. Donc là, à nouveau, on utilise l'analogie. Donc on voit sur les illustrations qu'on a en fait la toile de l'araignée au centre, et il y a des gouttelettes qui se trouvent aux jonctions dans l'image de gauche, un petit peu à l'image de cette représentation en fait du filet d'Indra,
que François-Marie Perrier donc avait évoqué dans notre ouvrage, et qui dit en fait que à chaque croisement pardon, des mailles, il y a comme des joyaux qui reflètent tous les autres joyaux. Donc c'est un petit peu cette image qui nous était donnée par les néo-thomistes. C'est qu'en fait chaque chose se reflète dans les autres à des croisements de, entre des sillons du champ lexical, si je puis dire. Mais on va un petit peu développer tout ça après. Donc sur le plan purement heuristique, le palindrome peut sous-entendre qu'on aura à considérer plusieurs sens de lecture, donc par la sémantique, mais également plusieurs sens de lecture, cette fois-ci la lecture réelle, hein, de gauche à droite, de droite à gauche. C'est là qu'on va peut-être faire appel du coup au latin, donc qui est celui de gauche à droite, et dans d'autres cas, peut-être de droite à gauche, comme l'hébreu ou l'arabe et d'autres langues. Donc on n'a pas dit ce qui était un palindrome. Un palindrome, en fait, c'est un mot qui se lit dans deux sens différents. Donc par exemple, comme le mot kayak, on peut le lire de gauche à droite et de droite à gauche. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, le carré magique Sator Arepo Tenet Opera Rotas se lit dans tous les sens. Sur le plan philosophique, le palindrome peut induire l'existence d'une cohérence cachée derrière l'apparente opposition des choses. C'est l'unité représentée par le mot et ses deux sens contraires de lecture qui semblent y faire allusion. Donc là, ça nous permet aussi d'introduire la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, donc qui est dit être le père des philosophes, le trois fois grand, celui qui maîtrise les trois parties de la philosophie. Donc il y a un texte qui lui est attribué et qui dit Il est vrai, sans mensonge certain et très véritable, que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Et comme toutes les choses ont été et sont venues d'un, par la médiation d'un, ainsi toutes les choses ont été nées de cette chose unique, par adaptation. On va voir que la structure du carré Sator, en fait, est clairement l'image en fait de ce texte, quoi. C'est l'illustration même de ce texte, car on a au centre de ce carré magique une seule lettre donc, qui n'est pas réutilisée en fait dans les mots qui composent le texte. Il n'y a qu'une seule lettre qui n'est pas répétée, c'est le N. Et quelque part, on peut y voir donc la médiation d'un, puisqu'elle est au milieu du carré magique. Mais bon, on parlera un petit peu plus longtemps de ça un peu plus tard. Et à nouveau, donc ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc voilà, sur cette image, on voit bien, par exemple, que le S se retrouve ici et se retrouve également ici. Et à nouveau, le R avec le R. Mais vous pouvez peut-être remarquer vous-même ces choses-là. Donc sur cette présentation, sur cette diapositive, on voit à gauche le carré Sator de l'ermitage de Saint-Antoine de Galamus à Saint-Paul de Fenouillet dans les Pyrénées-Orientales. Donc là, donc à gauche, on voit que sur l'illustration qu'en fait l'artiste qui a donc sculpté cette œuvre en a profité quelque part pour rajouter des informations de sa propre compréhension. On voit que les T ne sont pas disposés de façon normale, mais indiquent vraiment le centre du carré, qui d'ailleurs donc est représenté par le N évidemment, mais fait comme une sorte de lemniscate. On voit que les N sont doublés comme en miroir, ici, et quelque part, ça indique vraiment que tout converge vers le centre et en même temps s'en propage. Dans l'image de droite, là ce sont les S qui ont été disposés de cette manière par l'artiste et qui quelque part insistent vraiment sur la forme qui rappelle le serpent. Et on va voir que cette rotation, donc rotas, se fait autour du N, un petit peu comme le serpent autour du bâton d'Esculape. Donc le bâton est le point fixe, et ce qui est par contre volatile, variable, c'est ce serpent qui est en périphérie. On peut aussi remarquer que les A et les O ont une forme assez particulière. Le A ressemble à une sorte de compas, un petit peu comme il peut être représenté des fois dans l'imagerie maçonnique. Et le O, en revanche, lui, est représenté comme un cercle ayant un point à son centre. On remarque d'ailleurs que c'est le glyphe du soleil, en astrologie comme en alchimie. Mais là, en l'occurrence, on peut imaginer que le compas, en fait, se plante au centre du O
et fait la rotation, ce qui nous amène vraiment à conforter ce qu'on a dit sur la rotation autour du N et le Morotas. Cette fois-ci, donc, on va peut-être parler de l'origine et de l'attribution de ce carré magique. Donc, il est généralement attribué aux premiers chrétiens. Il faut quand même préciser au passage qu'ils étaient à la base juifs, des juifs hellénisés, et même romanisés pour ainsi dire. On peut donc penser qu'ils connaissaient bien les cultures de ces deux civilisations. D'ailleurs, l'utilisation d'un terme gaulois nous ouvre des perspectives, car le mot arepo, vous l'avez peut-être vu, n'est pas un mot d'origine latine a priori. Et ça nous amène donc quand même à constater que les premiers chrétiens étaient également des païens convertis. Donc on a vraiment à nouveau une confluence de plusieurs civilisations, de plusieurs cultures autour de ce carré magique. Deux autres points qui peuvent nous conforter dans l'attribution aux premiers chrétiens, c'est sans doute que le plus ancien attesté a été retrouvé à Pompéi dans les années 30, donc du XXe siècle, et daterait au plus tard de 79 après Jésus-Christ. On n'en a effectivement pas retrouvé de plus ancien jusqu'à présent. Donc voilà, le fait qu'on en ait trouvé donc après, en tout cas, donc l'avènement du christianisme, peut nous laisser penser déjà qu'il est possible qu'il y soit attribué. Après, on va voir que toute la symbolique, les allusions, tout ça peut étayer cette hypothèse. On retrouve également le paternoster disposé en croix. C'est une hypothèse du pasteur Félix Grosser, émise en 1926. Donc en fait, dans cette hypothèse, les lettres qui composent, donc les 25 lettres qui composent le carré magique, Sator, Arepo, nanana, en fait, peuvent être disposées de la même manière, c'est-à-dire de la manière que vous voyez là à l'écran, avec le N central, qui ne bouge toujours pas, et en fait, une croix formée par deux paternosters, en conservant à chaque fois un A et un O, qu'on inverse sur la partie basse, pour donner les alphas et les oméga, qui sont illustrés ici et ici. Voilà, donc ça c'est une carte qui a été élaborée par François-Marie Perrier, donc le co-auteur que j'ai évoqué tout à l'heure, et un ami proche, et qui donc nous représente l'Empire romain en 117 après Jésus-Christ. Pardon. Et donc on voit qu'il y a une certaine corrélation qu'on peut observer entre l'Empire donc, qui est formé en rouge, là, qui est illustré de cette manière, et tous les points et les villes qui sont indiquées sur la carte, et qui cette fois-ci suivent plus ou moins l'Empire romain. Donc on pourrait donc attribuer la diffusion du carré magique à ce dernier. Mais on peut aussi remarquer donc qu'il y en a donc à Dora Europos, ce qui n'est quand même pas une information à prendre à la légère, en Italie, en France, et ils ne sont pas représentés là, mais il y en a également au Soudan qui ont été retrouvés sur des ostragones, en Éthiopie, en Égypte. Donc là, on va pas tout lire, hein, mais voilà le nombre de carrés Sator qu'on peut retrouver, cette fois-ci à l'ère moderne. Donc on ne peut pas tous les dater, mais il y en a vraiment dans tous les coins de la France. Hein. Donc vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez les voir de plus près. La même chose en Italie, en Angleterre, au Portugal, en Hongrie, en Allemagne, en Autriche, en Syrie, en Turquie, en Éthiopie, au Brésil. Et donc cette fois-ci, on va même prendre un exemple de carré Sator qui se situe cette fois-ci en Belgique. Donc c'est à gauche une vue de la tour d'Eben Ezer à Eben Emael en Belgique. Et là, cette fois-ci, c'est l'édifice lui-même qui a été élaboré sur la structure du carré Sator. On remarque d'ailleurs des animaux ailés à chaque coin du carré, et qui sont les quatre vivants de la vision d'Ézéchiel, le tétramorphe, dans d'autres cultures, notamment chrétiennes, le sphinx, et j'en passe. Dans la commune de Bassinges, donc, on disions, près de Liège, en Belgique. On retrouve près de cet édifice le carré Sator, mais cette fois-ci en langue grecque, copte, on ne sait pas trop, mais je crois que je dirais grec.
Ensuite, donc le texte dit: Les pierres se trouvant ici sont des témoignages de la vie dans tous les âges. Laissez-les parler d'elles-mêmes, n'y inscrivez rien, ne sabotez rien, n'emportez rien. Respectez le travail, c'est déjà y collaborer. La paix et la poésie demeurent ici, soyez-en dignes. Après, on peut se poser la question pourquoi il y a les 666 auprès des T, donc qui forment la croix toujours. Et là, cette fois-ci, on peut utiliser l'hébreu, parce que il faut savoir que le T, le hot, le tav hébraïque, donc en fait, signifie aussi le signe. Et dans un des textes du Nouveau Testament, il est dit que enfin, qu'on aura un signe sur le front. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai pas la citation exacte, mais en tout cas, le mot signe est associé au 666, au front, à la main. Autant de thèmes qui, vous verrez plus tard, sont attachés au carré Sator. Donc là, attention, hein, on va pas commencer à dire que le château de Chambord a une relation directe au carré Sator, mais on veut indiquer par là qu'il y a une ressemblance entre donc le schéma symbolique du carré Sator et celui du château de Chambord, notamment sa tour centrale. Et pour cause, hein, donc on obtient un carré avec des rotasses, des ronds à chaque coin, et une espèce de croix qui se démarque au centre. On voit aussi que tout au centre, il y a l'escalier hélicoïdal attribué parfois à Léonard de Vinci. Donc on a vraiment ce serpent, entre guillemets, qui tourne autour de l'axe qui est représenté. Et les 8 piliers qui sont en fait les 8 lettres du carré Sator dans cette hypothèse. Donc comme je disais, hein, même si l'on peut difficilement admettre un lien direct et volontaire entre ces deux curiosités, on peut par contre imaginer qu'ils soient des expressions différentes d'un seul et même schème ésotérique. Donc on a l'occasion de revoir à nouveau le carré Sator. Hein. Donc il faut bien s'imprégner en fait de la disposition des lettres. On voit d'ailleurs en parlant de cela que on a une alternance à chaque fois, hein. Consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne, comme en fait le pavé mosaïque, qui est un symbole très important en franc-maçonnerie, et qui indique toujours un petit peu qu'on sort de la dualité, mais pour aller vers la conjonction des opposés. Ou bien on peut aussi penser d'ailleurs au Tao, hein, la représentation très connue du yin et du yang, où en fait tout est dans tout, et qu'il n'y a pas en fait de rupture fondamentale essentielle qui distingue les choses, mais que tout cela est plutôt une illusion. Donc là, on passe à l'interprétation même du carré Sator. Donc on va vous donner notre méthodologie. On va recourir à la pensée analogique, assez propre à la poésie, afin de mettre en évidence un certain nombre d'archétypes. Et donc c'est par l'inspiration et l'analogie. Par la philosophie, on va s'attacher cette fois-ci à la raison, à la logique. Donc la raison, la dialectique, donc la pensée. Hein. Et en dernier recours, donc l'histoire, qui va s'appuyer cette fois-ci sur les faits, et par donc la mémoire de l'expérience et des faits. Donc cette méthodologie, c'est à nouveau François-Marie Perret qui l'avait proposée. Donc l'esprit de la Renaissance et de l'Antiquité était mu par les religions, les philosophies, l'art et les sciences. Ce qui animait les penseurs de l'époque, c'était donc la volonté de montrer l'unus mundus. Il n'y avait pas de cloisonnement entre ces disciplines, mais bien la conception d'un tout. En mettant en évidence la source commune de la sagesse, des traditions, on pose, théoriquement, les bases sur lesquelles fonder la paix, la concorde, la compréhension mutuelle. Et donc on va s'adonner à une sorte d'archéologie du sens, à travers notre recherche de la signification des lettres, des différents alphabets, leur connotation symbolique et la parenté des idées quelque part. Donc c'est une quête du sens, une quête des origines. Et à travers cela, on fait aussi notre autobiographie inconsciente. C'est comme s'il y avait donc cet effet miroir du palindrome, où lorsque nous interprétons le carré magique, et vice-versa. Donc on parlait d'une sorte de généalogie des lettres, des langues et des idées. Donc là, c'est pas très très lisible, mais on voit que par exemple, dans la première entrée du tableau, on a un hiéroglyphe qui représente un bœuf, un taureau,
Et on voit, en se déplaçant de gauche à droite, l'évolution en fait graphique de ce hiéroglyphe qui a donné des lettres plus tard, des concepts, des idées. Voilà, on peut faire la même chose à chaque fois hein, pour chaque lettre. On va pas trop s'attarder là-dessus, puisqu'on va y revenir de toute manière. Donc on constate qu'il y a un phénomène de sédimentation du sens, même s'il y a parfois perte, et plus ou moins explicite. On peut remarquer aussi qu'il y a une corruption au fil du temps, car le filet d'eau au sein des hiéroglyphes égyptiens rendait à la base le son N. Et on voit donc ici qu'il est devenu le son M un peu plus tard, et même la graphie en fait est finalement un filet d'eau. Aujourd'hui, même dans le latin, la langue française. Et donc plus tard, il est devenu la graphie du son M. On observe le même phénomène avec le son R et le son P, dont la représentation était une bouche au sein des hiéroglyphes égyptiens. Et en grec, on a à nouveau donc cette corruption où le rho est figuré par un P en latin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est par un P latin, pardon. Donc en fait, la lettre P chez nous, en fait, rend le son R. Comme de la même manière que le son R était donné par la bouche, P, et a donné ensuite le son P. D'ailleurs, même en hébreu, on dit P, fait, c'est la bouche. Donc là, à nouveau, hein, on va pas continuer, on va juste retenir, si possible, la première lettre, tête, qui est figurée par une roue avec une croix, inscrite. Et il faudra bien le retenir, parce qu'on va la retrouver un peu plus tard. Notre interprétation du carré Sator. Donc, on a parlé de l'analogie, et tout ce qui est analogique, quelque part, est fractal. Donc, citation de Philippe Cambie, un druide ami de François-Marie Périer. Seul le merveilleux est réel. Et c'est à travers ça qu'on a en fait la joie d'observer le monde qui nous entoure, qu'il soit naturel ou qu'il soit intelligible seulement. C'est le lien entre fractal et analogie, c'est qu'en fait le réel se raconte partout. Tout est dans tout. Il y a une poésie en fait du vivant. Et je ne sais pas si on le voit bien sur la photo, mais on voit que en fait donc cette forme va finalement se reproduire ici, et ainsi de suite, peut-être même jusqu'à l'infiniment petit, que sais-je. Et c'est la même chose avec le minéral. On voit que les petits carrés ici se reproduisent de manière assez jolie d'ailleurs. La même chose pour le chou romanesco, que vous connaissez bien, et qui est souvent mobilisé pour expliquer ce que sont les fractales. Donc voilà, il faudra bien garder en tête ce concept de fractal, car il est très très présent dans le carré Sator. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille de regarder les vidéos de Elsa Bouhada, qui je crois que c'est l'oraclé sur TikTok, et qui nous montre par le dessin, en fait, par le tracé, à quel point les fractales sont intégrés dans le carré Sator. Donc là, cette fois-ci, ça peut prêter à sourire, mais on va citer Francis Cabrel. Donc l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, de l'amour comme s'il en pleuvait. Là, cette fois-ci, c'est une idée de François-Marie Périer de nous parler en fait du cœur de la vie. En fait, tout est sagesse et compassion. En fait, et amour et compassion, amour et sagesse. Ce sont des notions donc de l'hindouisme, du bouddhisme que je n'ai pas beaucoup étudié, mais je vous renvoie au livre si vous voulez en savoir plus. Il a vraiment creusé ce sujet. Donc l'essence de la philosophie, donc la vie, puisque c'est l'amour de la sagesse, de la connaissance, de la vie. Donc l'amour et la sagesse sont comme au centre des mandalas tibétains. D'ailleurs, on peut noter au passage que la ressemblance est frappante. Donc là, on a un mandala tibétain à gauche, et à droite, donc le carré Sator. On voit qu'il y a à nouveau cette structure qui se dégage, le carré, avec cette croix. Et si on compte au centre, on a 8 personnages ou 8 textes, on ne sait pas trop, j'ai pas réussi à déterminer ce que c'était. Je crois que ce sont des mots. Donc ça fait aussi écho aux 8 hexagrammes hein, donc dans le taoïsme. En fait, finalement, c'est la structure élémentaire fondamentale de la création. On observe, comme je disais, donc la présence du carré et du cercle, la croix, les 4 T ainsi que le chiffre 8, induit par l'étoile à 8 branches au centre.
Donc, dans notre interprétation du Charissator, on va avoir une interprétation polysémique des 5 termes du Charissator. On va passer par le sens. Donc, donnons la définition de ce mot. Donc, la polysémie en linguistique, c'est le caractère d'un signe qui possède plusieurs contenus, plusieurs sens. C'est une caractéristique courante des textes sacrés que l'on doit garder à l'esprit lorsqu'on en fait l'exégèse. Donc, commençons. Donc, le mot sator signifie en latin semeur, et par glissement sémantique, le père. On a par exemple en latin séminator ou séminal en français. Donc le liquide séminal, c'est ce qui permet de féconder, et c'est le père qui le donne. Le dictionnaire de Félix Gaffio donne aussi artisan, créateur. Donc par analogie, le créateur, l'artisan, c'est le semeur, c'est le père, et ainsi de suite. On a donc le thème du grain, de la semence qui se dégage, et dont le symbolisme est très riche, et très présent dans les textes antiques, il faut le dire. Et à nouveau, on a un rapport au fractal, car la graine, c'est quelque part la multiplication, la division exponentielle, l'aspect cyclique de la génération. Car vous le savez vous-même, la graine génère la plante, qui génère le fruit, qui génère la graine, et ainsi de suite. Et vraiment, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais si on prend ne serait-ce qu'une graine de, je sais pas moi, allez, de courge, on la plante, on obtient une courge, si on a un peu de chance et un petit peu la main verte, et cette courge va nous donner des dizaines de graines, quoi. Donc à nouveau, on va reproduire le processus, et on va arriver très très rapidement à des milliers de graines, en fait. Donc c'est cette abondance, cette fécondité qui nous fait songer au fractal, et qui nous fait aussi songer au message qui est porté par le Charissator. Nous allons voir cela. On peut aussi remarquer que la graine peut représenter la source de la création, l'avant-Big Bang des astrophysiciens, la potentialité suprême, le devenir, etc. Le symbolisme du grain est également proche de celui du noyau, de l'amande, de la mandorle ainsi, et donc du symbolisme du centre que nous explorerons lorsque nous aborderons la lettre N. Tous ces éléments établissent un rapport avec la figure du Christ, par la mandorle bien sûr, et par la position du Christ, Christ entre le bon et le mauvais larron, au centre donc, au tympan des églises, à la jonction entre le monde sacré et le monde profane. On peut d'ailleurs poursuivre ces analogies puisque le grain est mis en terre et germe dans l'obscurité. D'abord, cela présente des aspects cosmogoniques, rappelant les ténèbres de la Genèse. Mais cela rappelle également les évangiles avec l'épisode de la mise au tombeau du Christ, qui précède sa résurrection. Dans cette optique, nous avons un mot hébreu très proche phonétiquement parlant. Donc, vous le voyez tout en bas à gauche, le mot c'est setor, et on le prononce sator. Il signifie cacher, être caché, dérobé à la vue, etc. On peut pousser, mais là vraiment c'est l'interprétation en guématrie, donc qui est finalement une méthode exégétique des Hébreux. On peut remplacer donc les lettres par des chiffres, puisque de toute manière c'est la même chose en hébreu. Donc la première lettre c'est Samer, ensuite c'est Tav, et ensuite c'est Resh. Donc on a Samer 60, Tav 400, Resh 200, ce qui nous donne 660. Vous allez me dire, oui, mais c'est un chiffre qui ne signifie rien. Mais par contre, si on ajoute le Vav qui est prononcé mais pas écrit, Sator, et là, bah, cette fois-ci, on obtient 666. Donc c'est quand même assez cocasse. Pour aller plus loin dans l'interprétation du mot Sator, nous allons voir que le thème de l'agriculture est très présent au sein du carré magique. Car qui dit semer, dit moissonner. On récolte ce que l'on sème. C'est la dimension karmique, celle de nos bonnes œuvres, qui est indiquée par le mot opéra. Plusieurs paraboles bibliques exploitent d'ailleurs ce thème, la moisson des anges. Et là, je vous renvoie à nouveau à François-Marie Perrier, qui a vraiment beaucoup travaillé sur ce sujet, et qui qui clarifie cette dimension eschatologique et apocalyptique au sein du carré Sator. On a un mot proche aussi du mot Sator, qui se prononce soter, c'est un des épithètes du Christ, qui signifie le sauveur en grec ancien. En anglais moderne, summer se dit sower. Ces mots sont très proches phonétiquement, vous voyez, sauveur, sower. Donc on a ce croisement en fait de sens sans cesse
au sein du carré Sator. C'est ce qui lui donne cette vertu magique quelque part. Poursuivons. Donc le terme Sator partage la même étymologie que le nom du dieu Saturne. Vous voyez, STR, Sator. Bon, là vous allez voir des linguistes qui vont dire non, ça n'a absolument aucun rapport. Donc nous on va voir en fait qu'on peut passer soit par l'histoire du mot, soit par l'histoire de l'idée. Et après on verra si finalement ça a du sens ou pas. Ces attributs, donc ceux de Saturne, sont la faux et le sablier. Et justement, l'agriculture est étroitement liée au temps et le temps à la division. Vous voyez, on a donc le tranchant de la faux, utilisé en agriculture, et qui sert à diviser, à couper. Et d'ailleurs, on a le mot semaine, la semaine de 7 jours, qui rappelle d'ailleurs le mot semer, semaine. Et là, vraiment, le comble, c'est que l'attribut, donc la faux, ressemble à un 7, qui ressemble à une faux. Même dans l'iconographie, on a Saturne qui porte la serpe et la faux, et 7 tient un objet qui est recourbé lui aussi. Vous allez voir que 7 ST, c'est aussi Saturne. Donc, à nouveau, donc toujours par rapport au thème de la division, on identifie traditionnellement Saturne au dieu égyptien Seth. On constate d'une part que leurs noms ont la même structure consonantique, ST, et que d'autre part, le nom de Seth sonne comme le chiffre 7, ce qui nous indique la position de Saturne dans le système solaire, 7e astre. Tout comme Saturne, Seth est associé au fait de couper, de diviser. Il est celui qui sème la zizanie, nous disent les textes antiques, mais il l'est plus particulièrement à travers l'épisode du démembrement d'Osiris, les 14 morceaux, donc 7 x 2, qui sur le plan physique peut par exemple nous évoquer la division cellulaire. Et là, je vous invite à regarder les travaux de Dibom Barimbok, un écrivain, conférencier camerounais et canadien, qui a vraiment fait un travail formidable sur ce sujet, donc je vous invite à vous y intéresser. Et aussi, on a un jeu de mots en français, hein, donc Osiris qui représente la totalité. Donc s'il est découpé par son frère 7, quelque part on comprend par là que c'est la totalité qui est divisée par 7. Vous voyez? Donc ce qui peut avoir beaucoup de sens en alchimie notamment et en astrologie évidemment. Oui, puisqu'on a les 7 couleurs, les 7 notes de musique, les 7 métaux, les 7 jours de la création, les chakras, et j'en passe. Donc là, pour en parler davantage de la racine ST dans le lexique des anciens égyptiens, on va regarder, donc tout à gauche, on a Sata, donc qui signifie le serpent. Littéralement, on voit que Sa, c'est le fils, Ta, la terre. Donc Sata, c'est le fils de la terre. Déjà, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose quand on dit Sata, mais moi, ça me rappelle quand même assez Satan. Ensuite, on a Seth, donc, qui est déjà expliqué. Hein. Summer, Setchu. Et là, c'est donc là qu'on voit le rapport entre la figure de Seth en mythologie égyptienne, le serpent et le semeur. On voit qu'il y a une convergence aussi au niveau du sens et de la prononciation autour de ces termes. À nouveau, en ancien égyptien, découper, couper, choisir se dit setup. Donc ce sont des translittérations, hein. Il ne faut pas s'attacher non plus absolument à la prononciation et tout ça, mais il faut voir qu'en fait, il y a des rapports en fait entre ces mots qui sont mis en évidence par ces correspondances, ces homophonies. Ça ne veut pas dire que ça se prononçait vraiment comme ça, mais le fait que le mot soit structuré de la même manière, ça nous indique quelque chose. Et on a à nouveau donc setup, être démembré en ruine. Donc tout le mythe est sous-tendu par cette racine quelque part. La passion d'Osiris est sous-tendue par St. Là on a un exemple de talisman. Donc pour avancer encore dans l'interprétation du terme Sator, nous allons parler donc du thème de la division qui se retrouve cette fois-ci dans le mythe grec. Saturne châtre son père Ouranos, le ciel, car celui-ci ne cesse de s'unir à Gaïa, la terre, empêchant le monde de se déployer. Il lui coupe donc ses attributs qui tombent dans l'océan, pour ainsi donner naissance à Aphrodite, le désir. Au passage, remarquons qu'on ne désire que ce qui nous manque,
ce dont nous sommes séparés. Et donc, je vous renvoie au banquet de Platon et à l'origine androgyne de l'homme. Il y a également correspondance avec la Genèse biblique, puisque les premiers actes de Dieu relèvent de la séparation. Il sépare le ciel de la terre, la lumière des ténèbres, et ainsi de suite. Et par ailleurs, la chute du principe générateur dans le mythe grec, donc des attributs d'Ouranos dans l'océan, nous renvoie à l'incarnation du Christ, ainsi qu'à la chute de Lucifer et des anges rebelles. Vous voyez, c'est toujours une chute. On remarque également qu'Aphrodite-Vénus, Lucifer et Jésus-Christ sont tous les trois désignés comme étant l'étoile du matin. Ça devrait quand même poser question. On a donc ces racines, donc star, STR, Stella, donc c'est une mutation phonétique, le L. Sideralis, à nouveau mutation phonétique du D. Astérie, vous voyez, c'est toujours la même racine, STR. Donc toujours sur le thème de la séparation et de Saturne. Donc on a Saturne et l'œuvre au noir en alchimie. Donc c'est le corbeau, le caput mortuum, la tête morte. Et là, ça renvoie au cabinet de réflexion. Pourquoi? C'est que en fait, ce caput mortuum, c'est un petit peu l'image de la quintessence qui surnage au-dessus du chaos primordial et qui sera séparé donc du corps. Donc vous voyez, le crâne est une tête séparée du corps. Et à nouveau, ça nous renvoie au Golgotha. Quand l'esprit se dégage du corps dans le récit du Nouveau Testament, la mort de Jésus, au mont Golgotha, qui signifie le lieu du crâne. Et qu'est-ce qui se passe cette fois-ci dans le contexte maçonnique? C'est que l'impétrant, lorsqu'il a accepté quelque part et qu'il va passer les initiations, il va passer par le cabinet de réflexion, qui est un lieu donc confiné, séparé du reste, un lieu assez sombre. On voit d'ailleurs, c'est l'illustration à droite, qu'il y a l'inscription vitriol. On voit le crâne posé sur la table. On voit une faux aussi sur le mur à droite. Donc tout le symbolisme du grand œuvre, hein. On voit à droite le sel, le soufre, à gauche du crâne, et j'en passe. Donc toutes ces choses-là quand même renvoient au même symbolisme. On peut aussi penser au retour de Saturne, l'âge d'or, qui est évoqué par Virgile dans ses bucoliques. Donc ça c'est un thème qui a été beaucoup abordé par François-Marie. Je le laisserai s'expliquer plutôt sur ce thème. On parle d'ailleurs de la Vierge Astrée dans ces bucoliques, hein. C'est l'anagramme du Charissator, hein, A-S-T-R-E. Donc là, cette fois-ci, on va passer au terme arepo. Donc c'est un apax, un mot qu'on ne rencontre nulle part ailleurs en littérature. C'est ça un apax. Et c'est d'ailleurs ce qui va nous contraindre à chercher un sens à travers le contexte même du Charissator. Sur le plan symbolique, l'apax peut représenter cette part d'imprévisibilité, le libre arbitre peut-être, et qui rappelle aussi l'asymétrie des structures quasi cristallines. Donc en fait, quand c'est un semi-cristal, un quasi-cristal se reproduit quelque part, en fait, il y a toujours cette asymétrie qui permet donc à la structure de se renouveler, d'exprimer une nouvelle chose. Et ça, c'est à nouveau un thème abordé par mon ami. Donc je préfère le laisser. Mais quand même, c'est quand même assez proche donc, de la place du mot arepo dans ce texte de 5 mots. Arepo signifie aussi en gaulois la charrue. Donc d'abord, l'emploi d'une autre langue que le latin nous invite quelque part à chercher au sein des autres langues de l'Antiquité. Et en latin, arepenis signifie champ labouré. C'est la même étymologie que le mot arpent en français moderne, arpenter. Donc c'est très très lié à la géométrie aussi, hein. Donc le champ, c'est un homophone, hein, aussi, un homonyme. D'ailleurs, il faut aussi, je crois qu'on en parle un peu plus tard, mais il faut savoir que la charrue à roues a été inventée, par contre, cette fois-ci par les Gaulois. Donc c'est un petit clin d'œil supplémentaire. Pour poursuivre cette interprétation polysémique du terme arepo, nous allons dire qu'en grec, nous avons un terme très proche dans sa prononciation, erpo,
Herpo qui signifie ramper. Donc à nouveau, on a la racine RP comme dans Arepo. Ce que fait précisément la charrue. Dans le langage moderne, on parle d'herpétologie pour désigner la partie de la zoologie qui traite des amphibiens et des reptiles. Donc on remarque qu'on a les racines RP qui donnent les mots tels que reptile, serpe, serpent, grappin, harpon, harpé, rapace. Tous des mots qui sont donc associés au thème abordé par le caressator. Harpé, donc en grec ancien, est le nom de l'attribut de Saturne. C'est la fossile, la faux, fax, ou encore la serpe que nous avons évoquée précédemment. Nous avons donc affaire au thème de la moisson. Notez également l'analogie de forme entre la serpe et les anneaux de Saturne. En français, on peut aussi entendre harper, qui signifie saisir, donc le thème de la main qui sera abordé avec le mot ténètre cette fois-ci. Ou encore harpe. Et harpe, en français, donc, on a cette fois-ci donc, le nom qu'on donnait au coquillage en ancien français, donc, ce qui rejoindrait les représentations d'Aphrodite. Mais on a également l'instrument sur lequel on fait vibrer les 7 notes de la gamme en saisissant les cordes. La harpe RP, donc la lyre, dont l'inventeur n'est autre qu'Hermès, d'après la mythologie grecque. Il en aurait fait don à Apollon, dieu de l'harmonie. Et donc en tuant une tortue, donc un reptile à la carapace circulaire et à 4 pattes comme le carré. Sachant d'ailleurs que, j'ai plus la référence là, mais je l'ai peut-être rapporté de main, attendez. En fait, la tortue d'ailleurs se dit sorta. Se dit. Alors voilà, c'est la même racine que sator si vous voulez, mais cette fois-ci en ancien égyptien. Mais je pourrais retrouver la référence, j'ai le livre dans la main, mais pas la page. Et cette fois-ci, on notera aussi l'analogie de forme entre le coquillage et l'instrument. Donc il y a cette tension, hein, vous voyez, ténet, cette tension, comme les cordes, hein, avec le coquillage, la coquille Saint-Jacques et la harpe. Cette fois-ci, on interprète un peu, mais on a également Harpocrate, qui est alors Horus l'enfant, ce qui suggérerait des liens avec la nativité de l'Évangile. Nous avons aussi Harpoi, qui est également un nom fréquemment donné à Horus. Dans un certain nombre de cas, ce dernier est représenté armé d'un harpon, grâce auquel il maîtrise le crocodile ou l'hippopotame, deux métamorphoses du dieu Seth. Et la ressemblance est vraiment frappante avec Saint Michel, terrassant le dragon ou le serpent ancien de sa lance. Par ailleurs, le crocodile et l'hippopotame correspondent au Béhémoth et au Léviathan du livre de Job. Deux abominations qui auraient un rôle à jouer à la fin des temps, d'après la tradition rabbinique. En outre, hippo en grec ancien renvoie au chevalin, donc c'est un animal qui est très relié aussi à l'eschatologie. Cette lutte des forces cosmiques et des forces telluriques est à mettre en perspective avec le magnétisme et la géobiologie. Peut-être un lien avec l'axe Apollon-Saint-Michel. Donc là, par rapport à l'interprétation du mot hippo, hein, donc cheval du Welcher, c'est pareil, hein, ça ce sont des thèmes qui ont été abordés par mon collègue, donc je vais lui laisser. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes dans le discours eschatologique. Hein. Donc malgré l'éloignement spatio-temporel entre les civilisations donc de l'extrême-orient, de l'extrême-occident, de l'Égypte et de la Grèce, on pourrait supposer en tout cas qu'il n'y a aucun lien, et ben on voit que dans leur science de la fin des temps, ce n'est pas le cas. Donc là, on a représenté, enfin c'est pas nous qui l'avons fait, mais vous voyez représenter l'axe Apollon-Saint-Michel qui part donc à droite, enfin à l'est, le sud-ouest, sud-est de la Terre Sainte, Israël, Palestine, et à l'ouest, nord, nord-ouest, en fait jusqu'en Irlande. Donc je fais remarquer cela. Hein. En fait, en ancien égyptien, les racines Benet, Beneret, Benout et j'en passe, en fait renvoient au phénix et à la harpe. Et ce qui est surprenant, c'est que donc au sud-est, donc en Terre Sainte, il y a un emblème, notamment celui de la tribu d'Yehuda, si mes souvenirs sont bons, ou en tout cas de Jérusalem, où en fait, non c'est de David, pardon, voilà. En fait, ces attributs sont la harpe et le palmier.
Donc le palmier, la harpe, le phénix ont la même racine en ancien égyptien. Et à l'autre bout du méridien, en Irlande cette fois-ci, on a le phénix et la harpe qui sont des emblèmes. Donc il y a quand même quelque chose d'assez fort à ce moment-là, je crois. Là, on a repris une image d'Edward Grant qui montre qu'il y a une inclinaison aussi, qui peut rappeler, donc il y a une inclinaison du cœur et une inclinaison de la terre, qui peut rappeler celle du méridien. Là, c'est juste une représentation du Carré Sator, une traduction en fait en hébreu. Et juste pour montrer qu'aussi qu'il peut y avoir des corruptions, puisque là, elle est mal disposée. La première lettre, c'est Resh, Tav, Vav, Aleph, Shin, donc qui se lirait Rtoas ou Rtoach. Rtoas, donc on voit qu'il y a une erreur. Le Tav, normalement, devrait se situer à la place du Vav. Donc la deuxième case devrait remplacer la troisième. Donc ça arrive, évidemment, au fil du temps, les traditions peuvent perdre des informations et en gagner aussi. C'est tout le sens de l'actualisation. Donc là, pour montrer un petit peu, pour illustrer, en fait, nous à Grenoble, on a cette sculpture au Quai Saint-Laurent. Et ça rappelle vraiment cette lutte des forces cosmiques et telluriques qui est donc représentée par Saint-Michel et le dragon. Vous voyez, on a le serpent qui est un symbole chtonien. Et cette fois-ci, le lion qui est un symbole solaire, donc céleste. Encore avec le terme à repos. Donc, on sait que ça signifie la charrue en celte, dans les langues celtiques. On peut donc évoquer aussi le chariot, qui est non seulement la constellation composée de 7 étoiles, qui est facilement identifiable dans le ciel, mais également l'arcane 7 du jeu des tarots. Et dans cette deuxième acception, on rejoint le laboureur maintenant les roues de sa charrue, ce qui pourrait signifier que le travail, en alchimie interne, consiste à maintenir les deux forces motrices, le soufre et le mercure, symbolisés par les deux chevaux ou les deux bœufs et auxquels les initiales SM feraient allusion. Donc vous voyez, c'est comme si pour tracer un sillon bien droit, on devait tenir à la fois son mental et son émotionnel, son âme, pour les mouvoir dans le droit sillon. Donc c'est vraiment une question d'équilibre, d'action vers le centre. Et je pense que ça peut se vérifier autant en alchimie interne qu'en alchimie externe. Donc là, on peut supposer qu'il y a un lien entre le tarot et le Carré Sator. Pour appuyer cela, on peut aussi remarquer que tarot, le jeu des tarots, par exemple, ça s'écrit T-A-R-O-T-S. On a donc le Carré Sator S-A-T-O-R. On a Torah T-O-R-A. On a Tao T-A-O. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup en fait de ces textes. Sorat, la sourate, Sorat, S-O-R-A-T. Sutra. Vous voyez, tous ces termes, en fait, sotra, donc. Donc, tous ces termes mobilisent un peu les mêmes sons quand même. Donc, par rapport au chariot, donc on a la Merkaba de la vision d'Ézéchiel, Essirou, Rotas, les quatre vivants, donc qui sont le tétramorphe, les quatre évangélistes, suggérés par la croix du Ténet, et ces quatre directions que nous allons analyser ensuite. Et donc, on l'a évoqué un peu plus tôt, la synthèse des quatre vivants, et en quelque sorte le sphinx, qui peut alors représenter la quintessence à l'instar de ce carré magique à 5 entrées. Pour finir, donc la déesse Hathor est la déesse aux quatre visages, ce qui nous rappelle curieusement la Merkaba. Vous voyez, on a dit tout à l'heure Tarot, Torah, et là on a Hathor, c'est encore une métathèse. Un anagramme de Hathor, Rota, Tarot, Torah, Sator, tout ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc cette déesse est liée à la maternité et était souvent invoquée pour faciliter l'accouchement et l'allaitement. C'est très intéressant puisque l'on constate que dans la pratique magique, le Carré Sator a eu la même vertu prophylactique. Donc on a des documents qui nous attestent que le Carré Sator a été utilisé en fait, dans une optique comparable à celle du culte d'Hathor. Et là, c'est juste pour montrer que dans le langage des anciens Égyptiens, la fossile, donc que vous voyez dans le tableau qui est représenté, et là où toutes ces choses-là, donc la fossile notamment était donc utilisée pour exprimer l'idée de vérité qui portait le nom de Maat.
Vous voyez, donc la fossile, ça se dit ma. Ensuite, on a un bras qui fait A, la galette de pain qui fait T, et un hiéroglyphe qui représente la divinité. Donc Maat. Et en fait, donc quelque part, la fossile, l'idée de trancher, de couper, est fortement reliée à la justice. N'est-ce pas? Et donc, chez les anciens Égyptiens, la Mat est la déesse de la vérité, de la rectitude, de la justice, etc. C'est l'arcane 8, comme les 8 lettres constitutives du carré Sator. On remarque que ce concept est associé à la notion d'équilibre, donc comme on l'a dit avec le chariot, hein, avec l'alchimie interne. Donc c'est la balance qui représente tout cela. Et aussi ainsi donc à l'action de couper, qui est cette fois-ci représentée par l'épée. Autant de significations cryptées dans notre carré magique. Sur le plan symbolique, on rejoint complètement le fait de maintenir la charrue ou les deux bœufs, de trancher la terre avec le soc. Donc là, on a une représentation égyptienne de ce thème. Cette fois-ci, passons au terme tenet. En latin, le terme signifie il tient, il maintient, il retient. On a donc affaire au registre de la main, à son ambivalence, le solve coagula, attirer à soi ou repousser. Et il y a donc cette analogie avec le magnétisme, qu'on a plus ou moins évoqué aussi en parlant d'Aphrodite tout à l'heure. Et donc un des effets donc, du carré Sator est l'effet apotropaïque. Donc c'est un terme barbare pour dire que ça conjure le sort. Et c'est le cas également de la main de Fatma, vous voyez, qui est représentée à droite là, tout à droite. Mais également du signe de Tanit, cette fois-ci, qui est représenté à gauche. Et vous voyez, il y a la structure consonantique TNT, Tanit, qui est reliée à la main et comme un ténet, vous voyez. Et surtout, à côté de cette représentation, souvent on voit un poisson et une tête de bélier, qui sont en fait très fortement reliés à la figure du Christ, hein, donc, qui est le poisson, donc la constellation du poisson, le signe astrologique, Ictus, et le bélier, qui est l'agneau en fait, hein, l'animal du sacrifice. Donc avec Ténet, on a 5 doigts de la main et 5 entrées pour notre carré magique. Et le 5 est au centre de la suite des chiffres, comme donc le terme Ténet qui est au centre du carré magique puisqu'il forme la croix. En base 10, donc le 5 est donc au milieu. Et c'est le cas d'ailleurs du carré de Saturne, hein, le centre de ce carré, c'est le 5. Donc on a dit que le chiffre se situait entre le 1 et le 10, tout comme la main qui assume pour l'homme cette place d'intermédiaire entre l'esprit et la matière. Là on a une représentation du tétragramme, hein, qui lorsqu'on le dispose à la verticale, en fait nous donne l'homme. D'ailleurs, il y a des valeurs numériques, hein, associées à chaque lettre. On va pas aller trop loin, mais on va parler du E déjà. Donc le E, c'est la lettre qu'on trouve en deuxième et en quatrième place dans le tétragramme. Et ce qui est dingue, c'est que sa valeur numérique est 5. Je crois que c'est Annick de Souzenel, hein, qui parlait de ça. Je voudrais pas m'attribuer une chose qui n'est pas la mienne. Mais on voit qu'il y a les 5 doigts de la main, d'ailleurs, qui irradient de la place du E, qui est ici, hein. Et idem pour les pieds. Donc toujours avec le terme tenet, on a net qui signifie le filet en anglais. On va dire, mais c'est un peu curieux de passer par l'anglais. Oui, peut-être, mais la racine net, nt, en fait, nous donne aussi net, qui est la patronne des tisserands dans le contexte égyptien. On comprend par là que tout est tenu, tissé par le centre, hein, tenet, tenir, tissé net, par le centre, le filet, ce qui retient quelque part, comme la main. Cela peut paraître curieux de passer, donc, comme je disais, par cette langue, mais en anglais, tenet signifie aussi principe. Vous voyez, donc là, le centre du carré Sator, c'est le principe même. Cela évoque la transcendance du principe créateur, de l'être suprême. On peut également remarquer qu'en ancien égyptien, la navette a réparé les filets et les mobilisée pour signifier labourer. Donc je crois que ça doit être un des déterminatifs, hein, je ne sais plus exactement, mais en tout cas la navette en fait se retrouve dans le mot labourer parce qu'en fait elle fait le même mouvement. Vous voyez la navette du tisserand, elle fait des allers-retours et c'est la même chose dans le labour, hein. On part d'un bout du champ, on arrive à l'opposé et on y retourne, ainsi de suite. Et donc le hiéroglyphe qui donc signifie net
mobilise aussi un hiéroglyphe qui ressemble étrangement à la navette, mais qui cette fois-ci sont deux arcs qu'on pénètre un peu comme la vesica piscis des premiers chrétiens. Et donc on a le filet d'eau, la galette de pain, et donc ces deux arcs qui représentent enfin tout bonnement la navette au final. La croix du Ténet avec le N au centre. À quoi ça fait allusion? À la crucifixion de Jésus le Nazaréen. Donc la croix est nazaréen avec le N. C'est comme le nez au milieu du visage. Le N est fortement relié à la notion de centre, nous allons le voir peut-être un peu plus tard. Et on a les 5 clous de la croix et les mots du Charisator. Les cinq mots. Donc la croix, c'est le symbole de la conjonction des opposés, puisqu'on a la verticalité du ciel opposée à l'horizontalité de la terre. Et en quelque sorte, c'est une image sublimée de la personne du roi, du Christ, qui ramène tous les contraires en lui-même. Un autre signe de reconnaissance des premiers chrétiens fait écho au Charisator. Il s'agit du chrisme. Et ce qui est très curieux, c'est qu'en graphiquement parlant, on y retrouve donc le S, entortillé à la manière du bâton d'Esculape, le A, qui est représenté par la lettre alpha, le T, qui est figuré par la croix elle-même, comme en phénicien. Vous vous souvenez la lettre que je vous ai demandé de mémoriser tout à l'heure en phénicien? Ben voilà, vous voyez, c'est un rond avec une croix, donc c'est le T, c'est le Tav quelque part. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, cette lettre représente plutôt le ki, le ki en grec. Mais vous voyez qu'il y a un rapport quand même. Le O, lui, est figuré par le oméga qui est abîmé ici, donc on ne le voit plus. Et enfin, le R avec les lettres Rho, qui on l'a dit tout à l'heure, ressemble à un P. Et le chrisme est parfois même appelé le Chi-Rho, en allusion aux lettres qui le composent, donc le Ki et le Rho. Et on entend alors par là Chi-Rho, préfixe qui désigne la main, du grec keir. Le chrisme entretient aussi de curieuses relations avec un personnage mythologique très proche de la figure du Christ, celui d'Osiris. En effet, celui-ci est souvent représenté droit comme un i, portant les cornes du bélier et croisant sur sa poitrine ces deux attributs, qui sont le fléau et la crosse. Donc le fléau sépare le grain sur l'aire de battage, et la crosse sert à rassembler le troupeau. Solve coagula. À nouveau, je vous renvoie à Dibom Barimbok pour en savoir plus, car il a fait un travail remarquable sur le sujet. La croix du Ténet entretient aussi des analogies avec le creuset des alchimistes, puisque c'est le lieu d'excellence même de fusion des métaux, donc de conjonction des contraires. Et c'est le lieu également de naissance de l'enfant, de l'or philosophique, ce qui renvoie donc au thème abordé par Horus, le Christ, la nativité, et j'en passe. Et donc François-Marie avait suggéré aussi cette image qui est très intéressante puisque le tantra, donc on a aussi TNT dedans, c'est le fait d'entrelacer, de tisser comme le texte, où en fait le sexe, quelque part, donc sexe, la racine c'est comme sacré, c'est séparé. Ça renvoie aussi à set, set, soc, sacré, sexe, enfin proviennent finalement de la même idée. Et en fait le masculin et le féminin donc, se rejoignent au centre du Charisator. On a dit que la croix était un symbole quaternaire, donc aux extrémités de la croix formée par Ténet, on a donc les 4 points cardinaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la lettre T qui est représentée par une roue, rotas en phénicien. Donc là, je vais expliquer un petit peu. Vous voyez l'image qui apparaît. En fait, c'est un exercice que j'avais essayé de mettre en pratique. C'était de remplacer donc, les lettres du Charisator par leurs équivalents supposés dans le lexique des anciens égyptiens, dans l'alphabet des anciens égyptiens, les hiéroglyphes. Donc la valeur phonétique de T, donc, elle est donnée par la galette de pain. Donc c'est la troisième case à chaque fois. Troisième case en partant de haut à gauche, ainsi de suite. Et on voit que c'est une galette de pain. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça évoque cette fois-ci le démembrement de la passion d'Osiris. Ou encore le partage du pain, le corps du Christ lors de la scène. Puisqu'en fait, on voit que le pain est aux 4 points cardinaux, comme s'il allait se séparer, se disperser, se démembrer, se donner aux 4 coins de l'univers.
Et sinon, phonétiquement parlant, on a un mot en ancien égyptien qui rentre en résonance avec le mot Ténet. C'est le mot Témet. Témet qui signifie traîneau. Donc c'est un chariot, c'est une charrue. C'est la même chose. Le traîneau, en fait, associé à une houe, ça donne naissance à la charrue. C'est le prototype. Et ce mot, il se trouve que c'est un des épithètes de la déesse vache Hathor, qui on l'a dit, mais Métatès de Rota, qui signifie la complète. C'est cette même racine, tm, qui a donné le nom d'Atum, le démiurge issu du Noun. Donc là, on va prendre encore une autre dimension parce qu'on va parler du Noun ensuite, hein. Et on voit au passage que la translittération de Ténétet donne le bétail sacré, ce qui rappelle donc les bœufs et la charrue. Donc pourquoi on a parlé du Noun? Parce qu'on a dit que le N central, en hébreu, c'est la lettre Noun. Donc là, il faut suivre un petit peu. Selon les cosmogonies, Atum, TM, et également Net, NT, aurait surgi du Noun, qui est, comme on l'entend, un homophone de la lettre Noun. Si on observe attentivement le carré magique, on remarque que les mots net, N-E-T, surgissent littéralement du Noun. Et le TM, bah, on ne le voit pas, mais c'est la même chose en fait, s'il est caché derrière. C'est ça qui surgit du Noun. Et on a aussi les historiens qui nous disent que la charrue, donc Témet, hein, ou Témet, est une croix dissimulée, ce qu'on voit. Hein. Là, littéralement, le mot Ténet, donc qui est proche de Témet, forme une croix. Donc c'est une charrue. On a dit que ça voulait dire Témet en plus. Enfin, vous voyez, c'est tout tenu par le même symbolisme. Et c'est un symbole donc employé par les chrétiens persécutés pour ne pas être identifié comme tel. Donc ça explique pourquoi c'est crypté. Venons-en donc à l'interprétation de la lettre N, centre névralgique du carré Sator. Donc la lettre N est composée de deux chiffres 1 en miroir par rapport à un point central. La lettre M est quant à elle composée de deux chiffres 1 mais par rapport à un axe vertical. Le N et le M donc sont au centre de l'alphabet latin utilisé en français moderne. Vous voyez? Enfin, au centre de l'alphabet français, j'aurais dû dire. Parce qu'en fait, on a donc le M qui est la 13e lettre et la N qui est la 14e. Donc, puisque l'alphabet français donc, est composé de 26 lettres, c'est un chiffre pair, le centre se situe entre ces deux lettres. Donc, c'est quand même intéressant qu'on ait ce retournement autour de ces lettres-là. D'autant plus que la 13e arcane, c'est celle de la mort. Et la 14e, celle de la tempérance. Donc, on voit qu'on a cette séparation après le 13, donc, qui est donnée par le Noun, hein, par le même, pardon, par la faux qui coupe la mort. Et de l'autre côté, on va avoir le N, le Noun, la tempérance, où il y a cette fois-ci convergence. Pour poursuivre l'interprétation de la lettre N, on a donc, comme nous disions, dans l'alphabet hébraïque, le N qui correspond au Noun. Sa valeur numérique est le 14, nous voulons le dire, ce qui nous rappelle les 14 morceaux du démembrement d'Osiris, qui sont dispersés aux 4 vents. C'est textuellement dans le texte de la Passion d'Osiris. Dans l'alphabet arabe, l'équivalent de la lettre N porte le même nom que la lettre hébraïque correspondante. Elle est représentée ici, hein. Donc on voit déjà qu'il y a un lien a priori entre la lune et le croissant, donc la croissante lune et l'étoile à 5 branches de l'islam. Et pourquoi pas avec la barque solaire, hein, puisqu'on a à nouveau Horus sur la barque, le roi soleil. C'est d'ailleurs par cette lettre que les chrétiens d'Orient sont désignés. Donc par exemple les Chaldéens. Cette fois-ci, donc comme nous l'avons dit, ça évoque le même symbolisme. En ancien égyptien, le son N est rendu par un filet d'eau, des vaguelettes dont la forme évoque les ondulations du serpent, le parcours de la charrue dans le champ, la vibration, etc. Phonétiquement parlant, le Noun nous renvoie, nous l'avons dit, au Noun de la cosmogonie égyptienne. Il s'agit des eaux primordiales, qui ne sont pas, sans rappeler, la surface des eaux de la Genèse. Et là, on voit une analogie à nouveau entre la phylogénèse et l'ontogénèse de la vie sur Terre. Donc, idem pour l'homme, hein. Vous voyez, en plus, on entend la mer, c'est à nouveau le liquide amniotique, hein. Donc, c'est la maman, mais c'est aussi l'océan.
Et donc on poursuit cette analogie avec le fœtus, puisque le noun est le domaine du poisson ou encore du serpent aquatique, ce que représente précisément la lettre noun, qui correspond au N en proto-sémitique. Donc la boucle est bouclée. Comme on l'a vu, la lettre noun renvoie à la fois au poisson et au serpent. On retrouve d'ailleurs cette ambivalence par le truchement de la guématrie, une méthode d'exégèse propre à la tradition hébraïque. En effet, si l'on calcule la valeur numérique du mot serpent en hébreu, donc Nachash, on obtient le résultat suivant. Nachash, donc c'est Noun 50, est 8 et Shin 300, qui nous donne 358. Cette fois-ci, si l'on calcule la valeur du mot hébreu désignant le Messie, donc Mashiach, on a Mashiach même 40, Shin 300, Yod 10, et 8 et Aleph 1, ce qui nous donne 359. On remarque donc que ces deux termes sont quasi équivalents, à une unité près, si cela n'est pas significatif. Est-ce une allusion au caractère ambivalent de la figure messianique, parfois désignée par l'expression étoile du matin, ou pas? Parce que c'est l'expression, comme on l'a dit, qui est également employée par Lucifer. Donc c'est quand même fou de voir que le serpent est à la fois le Messie, mais à une unité près, comme si c'était l'unicité de Dieu, en fait, qui manquait. Et d'ailleurs, la double signification que revêt la lettre Noun, à la fois serpent et poisson, nous renvoie simultanément à l'Ancien et au Nouveau Testament, puisque l'épisode du serpent d'airain dans le désert est quelque part comparable à celui de la crucifixion du Christ au Golgotha. Ce parallèle est évoqué dans Jean 3,14, qui rappelle le nom précis. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Donc on voit du coup le rapport entre le serpent et le Fils de l'homme, qui est le poisson Onictus Christ. Graphiquement parlant, on peut évoquer le serpent d'airain, donc du passage de l'Ancien Testament, du Tanakh des Juifs qu'on vient d'évoquer. Donc à la manière d'un monogramme, en employant les lettres S et T, qu'on retrouve dans notre carré magique, on voit que ça nous donne le serpent d'airain, vous voyez, un S et un T. Et c'est également le symbole astrologique de Saturne, un S et un T. Je ne sais pas si vous voyez. L'effet magique du carré Sator, donc qui est aussi historiquement attesté, était à l'encontre des morsures de serpent, tout comme le serpent d'airain. Donc c'est textuellement écrit. En fait, le serpent d'airain servait à sauver ceux qui avaient été mordus par les serpents. Et c'est très curieux d'ailleurs, car en ancien égyptien, la racine esté signifie à la fois le désert, esté, et le serpent, sata. Ouais, vous n'oubliez pas donc que cet épisode se produit dans le désert, après la sortie d'Égypte. Donc esté signifie désert, sata esté le serpent. Et en plus de ça, il est représenté par un serpent sur une hampe qui est graphiquement esséinté. En plus de ça, on remarque que les dunes de sable ondulent à la manière du serpent. Donc c'est là qu'on voit un petit peu pourquoi ces racines ont été employées pour des idées qui a priori ne sont pas proches, mais le sont en réalité. En hébreu, les mots pour serpent et pour airain partagent la même racine. On a Nachash et Nerochet. Et là, je ne l'ai pas mis, mais il me semble que le mot aussi pour dire morsure de serpent, donc cette fois-ci, il évoque aussi le mot ange. Donc on a l'opposition serpent et ange, comme pour Saint-Michel et le dragon. Je ne sais plus si c'est Séraphim et Sarfash, je ne sais plus, mais il faudrait retrouver ça. Toujours par rapport à l'interprétation de la lettre N, donc on a dit que le centre, c'est l'alpha et l'oméga de la création. C'est le lieu de génération et de régénération. Le centre de gravité, comme le sous-entend l'étoile flamboyante des francs-maçons, donc illustré en bas à gauche. Et il faut savoir que la pierre cubique à pointe, la pierre cachée, la pierre rejetée par les anges, tous ces concepts, en fait, la pierre cubique notamment, était utilisée pour désigner le centre. Parce que le pyramidon qui est tout en haut, si on le retourne, en fait, on obtient le centre qui est caché dans la pierre, donc la pierre cachée. Et là, j'ai encadré donc les termes qui partagent les mêmes racines. Donc Bénou, héron phénix, Ben, la pierre sacrée d'Héliopolis,
Ben Bennett, le pyramidion. Benen, engendré, avoir une érection débordée. Benen, perle, grain, boulette. Et Bennett, harpe. Donc là, c'est quand même assez troublant. Par rapport au terme opéra, donc on peut juste peut-être dire que c'est un art total, similaire au septième art moderne, le cinéma. Et c'est surtout qu'on va parler, enfin François Marie en tout cas a fait toute une partie sur le film Tenet de Christopher Nolan, et qui est sorti avant la crise russo-ukrainienne, et qui pourtant euh, a comme quelque chose de prémonitoire autour de ça. Mais voilà, c'est une partie que je lui réserve aussi. Moi, j'ai pas énormément travaillé sur le film. Par rapport au terme opéra, par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a comme un sens philosophique. Donc c'est l'activisme fractal, une expression d'Aurélien Barraud, astrophysicien grenoblois. Donc il emploie cette expression pour signifier que toutes nos actions ont quelque part l'effet papillon. À notre échelle, en fait, on peut déjà faire énormément de choses. Après, ça dépend comment on s'y prend, avec quelle force, quels moyens. Mais en fait, il ne faut pas sous-estimer l'impact de nos actions et de nos pensées. Il y a reproduction à des échelles différentes, hein. Comme je disais, effet papillon appliqué aux bonnes œuvres. Ce que l'on fait localement peut avoir une incidence globale. Et quelque part, ça donne le sens du travail, du soin dans celui-ci, mais aussi le sens du labeur, du labour. Donc en fait, à ne pas négliger l'effort et dans la moindre des choses. Donc quelque part, c'est le sens philosophal du grand œuvre des alchimistes, qui est sans doute le même que celui des francs-maçons. Nous sommes tous au centre de la création, à mi-chemin entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et ainsi, nous sommes tous responsables de son devenir. Pour en revenir cette fois-ci au terme rotas, on peut donc évoquer les roues de la charrue. Et on l'a dit tout à l'heure, d'un point de vue sémantique mais aussi historique, ça les relie aux Gaulois. Par rapport au terme rotas, on peut aussi évoquer la quadrature du cercle, car il se trouve que le périmètre du carré correspond au mot rotas, cercle. Donc vous voyez, le carré, son périmètre est formé par le mot rotas. Et on a une méthode de tracé de la quadrature du cercle, qui est dite à l'égyptienne, donc c'est celle qui est représentée à droite. Ce qui est curieux, c'est qu'on mobilise l'étoile à 5 branches comme intermédiaire entre le carré, qui traditionnellement représente la Terre, et le cercle, qui traditionnellement représente le ciel. Donc, vous voyez, on a le carré, en fait, apparaît grâce, par le truchement, en tout cas, de l'étoile à 5 branches, et inversement. Et donc, ça nous fait penser à Astro, qui est un anagramme de Sator, Rotas, ou encore Star, Astro. Ce sont les mêmes lettres qui sont mises en avant. Toujours dans cette interprétation polémique du terme Rotas, on remarque que le pentagramme est associé à Vénus, l'étoile du matin, comme on a dit tout à l'heure. Et il y a un phénomène de rétrogradation, donc par rapport à un observateur terrestre, qui nous donne une étoile à 5 branches, donc c'est l'image qui est au milieu là. Est-ce que ça ne nous rappelle pas un petit peu l'étoile flamboyante des francs-maçons? Avec ce centre de gravité, donc là, quelque part l'observateur terrestre, et cette rétrogradation qui nous donne l'étoile à 5 branches. Ce qui est curieux, c'est qu'en plus de ça, la pomme, donc qui est le fruit du désir, enfin, vous voyez, c'est l'objet de la tentation dans la Genèse, au centre de la pomme, donc pommus hein, dans le texte, donc qui n'est pas vraiment une pomme en réalité, qui veut dire fruit, mais ce qui est curieux quand même, c'est de remarquer que au centre, on a une étoile à 5 branches. Donc on a le désir, la pomme, l'étoile à 5 branches, qui sont tous reliés, en tout cas même réellement, concrètement, dans un objet physique réel. La déesse de l'amour, du désir de l'autre, qui permet la complémentarité, c'est la conjonction des opposés quelque part. Toujours avec le terme rotas, donc on a le temps cyclique, qui est symbolisé par l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, à la fois cause et effet. À la manière de Saturne qui castre son père et dévore ses enfants. Ça n'a jamais de fin. C'est un cercle vicieux. L'astrologie, la science des cycles, nous montre que c'est toujours la même chose qui se reproduit en fractal à nouveau. Car en fait, les astres sont amenés à reprendre leur place
tôt ou tard. Il y a des conjonctions qui ne se produisent que très très rarement, mais si le temps est infini, elles sont amenées forcément à se reproduire. Et le soleil aussi qui oscille comme un serpent dans la bande du zodiaque. Donc c'est l'image qui est tout en haut. Vous voyez en fait, hein, c'est comme le bâton d'Esculape encore. En grec, toujours par rapport à Rotas, le bélier se dit Eriphos et en iranien Erp. Donc voilà, on voit déjà qu'il y a un rapport avec le mot arepo, avec la racine RP. Mais surtout, avoir choisi le bélier comme premier signe du zodiaque n'est quand même pas anodin, puisqu'il porte deux cornes qui vrillent en sens inverse, rotas. Et là, on peut songer au caducée, évidemment, mais également aux galaxies en embryon, aux embryons, où en fait, lorsque la chose se génère, il y a un tournoiement, et deux forces opposées, ou qui se conjuguent peut-être. Ça rappelle le zodiaque ascendant et le zodiaque descendant. C'est la conjonction des opposés ou lutte des forces cosmiques et telluriques à nouveau. Surtout que d'avoir choisi donc le bélier en premier signe, c'est aussi montrer que l'animal du sacrifice est en premier. On dit le premier-né, par exemple, voilà, des rejetons. L'interprétation, cette fois-ci, donc, de Rotas, peut nous amener aussi à considérer cette opposition. Le semeur, Sator, jette la semence dans un mouvement de rotation centrifuge, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Le moissonneur, lui, Saturne, quant à lui, moissonne avec sa faux dans un mouvement de rotation centripète, en d'autres termes, de l'extérieur vers l'intérieur. Le premier donne, tandis que le second prend. Alors attention, il ne s'agit pas de juger si le semeur est meilleur que le moissonneur. En fait, tous deux n'ont de raison d'être que l'un par rapport à l'autre. Donc voilà, il faut considérer leurs aspects positifs et négatifs à tous deux. Donc cette fois-ci, nous allons conclure. On pourra encore continuer, mais on a choisi de ne pas dépasser 1 heure et demie, hein. Donc concluons ensemble. Voilà, donc je vous donne nos adresses. Donc François-Marie Perrier, donc comme je vous ai dit, c'est le co-auteur et un ami avec qui on a parcouru pas mal de chemins. Et donc la mienne, Romain Texera. Si vous venez sur Grenoble, passez donc voir François-Marie à la Galerie Lavina. Et sinon, on peut échanger donc à travers le groupe Facebook Sator, qui est animé par Gérard Hoët, auteur de plusieurs articles le concernant, et donc aussi qui a fait un travail remarquable, lui, cette fois-ci, sur le fait de colliger des informations et d'échanger tout simplement entre nous sur ce groupe. Donc ça, c'est notre ouvrage, hein. Donc il n'est pas parfait, mais il y a des informations à glaner qui ne sont pas présentes dans les conférences, donc peut-être que ça peut vous intéresser. Donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous y trouverez matière pour progresser dans le dédale symbolique du Sator. Comme je disais, je reste disponible, donc n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des mails ou à quoi que ce soit, hein. Donc je vais terminer en vous lisant juste un petit poème pour filer la métaphore. Donc on a beau avoir la fibre, tisser du lien, c'est tout un métier. Voir les choses se tramer, les dessins, les motifs, il n'y a pas plus coton. Et il ne faut pas perdre le fil, mais savoir broder, sans s'en mêler les pinceaux. Car sur la toile de lin, la teinte est au cœur pour étoffer l'ouvrage. Voilà, encore merci pour tout et à bientôt.